Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi d'être là pour cette deuxième émission. Salut Paul. Salut Pauline, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui 2 semaines après notre première émission. On est très content de vous retrouver. On est ensemble à nouveau aujourd'hui pour 1 heure et demie environ. Voilà, on va prendre le temps de discuter. On vous rappelle donc le principe de notre émission. On parle avant tout du monde des médias. Pourquoi cette émission, Pauline ? Pourquoi on parle du monde des médias ? Déjà, on est étudiant en journalisme, on vous le rappelle, on est dans l'école du QEJ qui nous prête ces magnifiques studios, donc merci à eux, il fallait juste le resignaler. Et donc, on était étudiant en journalisme, on voulait parler des médias, des nouveautés dans le monde du journalisme, un peu des gros thèmes qui nous intéressent et qu'on essaye de suivre au mieux. Et on n'avait jamais vu ça sur Twitch. Donc on s'est dit que ce serait un challenge technique assez intéressant de le faire. Et donc on est là, et c'est la deuxième émission aujourd'hui. On parle de l'extrême droite et des médias. Ouais. On est conscient que l'extrême droite, on en parle déjà beaucoup, ça prend déjà beaucoup de place dans les médias, mais on s'est dit que c'était justement intéressant de nous en parler et de prendre du recul par rapport à ça et d'en discuter, parce que voilà, il y a beaucoup d'influences réciproques entre extrême droite et médias. Et pour ça, nous avons une super équipe de chroniqueurs aujourd'hui qui vont vous proposer des thèmes allant de l'international en passant par la formation des journalistes et les propriétaires de médias ou futurs propriétaires de médias. On va aborder plein de sujets différents et aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On a aussi l'honneur d'accueillir avec nous sur ce magnifique plateau Vincent Jarousseau. Bonjour. Bonjour Vincent. Tu es photojournaliste, documentaire et réalisateur. Tes photos se retrouvent donc dans la presse nationale, internationale, un peu partout, mais tu es aussi, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, auteur de plusieurs ouvrages et BD d'actualité, notamment le dernier qui est sorti mi-janvier. Il retrace 10 ans à la rencontre de la France qui vote Rassemblement National. Et on aura l'occasion de revenir vraiment plus largement sur ton ouvrage tout au long de l'émission. Et on va commencer avec une toute petite question piège pour te mettre dans le bain. Est-ce que tu peux nous pitcher ton livre et ton enquête en quelques mots ? En quelques mots, alors, ce livre est très différent des précédents, puisque tu disais que j'étais auteur de plusieurs romans graphiques, des romans photos documentaires. Là, j'ai voulu faire autre chose. C'est un essai, c'est une sorte de carnet de voyage sur 10 ans, de carnet de bord que j'ai tenu, et qui retrace 10 ans de rencontres auprès des lecteurs du Rassemblement National dans les régions où j'ai enquêté. Sur ces sujets depuis 10 ans, principalement, où j'ai anglais mon travail, pas forcément uniquement sur la question du vote et sur les aspects, on va dire, de politique politicienne, mais véritablement sur la vie des gens, de ces électeurs, notamment sur les questions du travail qui sont extrêmement centrales dans les causes du vote. Donc c'est vraiment, j'ai voulu faire une sorte de contre-champ, d'une certaine manière, de mes ouvrages précédents par l'écrit, le tout étant jalonné par des jalons historiques qui marquent aussi cette accélération de l'histoire que nous avons vécue entre 2014 et 2024. Ok. Merci beaucoup. Merci. aura vraiment l'occasion de ça, revenir on reviendra dessus. longuement plus tard là-dessus. Et donc dans cette émission, je vous ai déjà un peu teasé le sommaire, mais je vous le reprécise. On aura 5 chroniques, dont 2 à l'international, une sur le rachat de l'EJ Paris et une dernière sur Pierre-Édouard Stérin. Si vous ne savez pas qui c'est, restez avec nous et vous le saurez. Et puis à la fin, un petit jeu. Je n'étais pas censé vous dévoiler qu'il était à la fin, mais maintenant vous le savez. Donc restez aux aguets. Voilà, à tout moment on peut changer d'avis. Et voilà, donc on va partir tout de suite à l'international avec toi, Marius. Salut. Salut, vous Ça allez va bien ? Très bien. Et toi ? Ça va très bien. Et donc tu vas nous parler de l'impact de l'extrême droite sur l'audiovisuel public dans différents pays. Et avant de traiter de ce que l'extrême droite populiste fait aux médias publics, une fois qu'elle accède au pouvoir, une première question, qu'est-ce qu'elle reproche généralement aux médias, l'extrême droite ? Alors la situation, elle change beaucoup d'un pays à un autre, alors je vais essayer d'être plutôt synthétique. Mais globalement, d'abord, les médias en général sont considérés par les populistes comme les instruments d'une élite corrompue qui s'active contre les intérêts du peuple. On retrouve ce trait en Slovaquie, par exemple, quand une ministre du gouvernement populiste de Robert Fico accuse les journalistes de, je cite, pratiquer la censure en autorisant une seule opinion sur le Covid et l'Ukraine. C'est quand même assez cocasse venant d'une personne déjà au pouvoir. Et parmi les médias, le service public est souvent le plus visé, c'est parce qu'il donne à voir la pluralité de la société, et c'est en dissonance en général avec les projets de société uniformisés, parfois au penchant xénophobe de certains gouvernements autoritaires. Et puis si le service public est bon, eh bien, il suit une véritable ligne éditoriale indépendante alors qu'il dépend financièrement de l'État, et c'est pas très compatible avec le style autoritaire des populistes au pouvoir.
Et concrètement, Marius, est-ce que tu as des exemples de ce qu'il se passe pour les médias dans des pays démocratiques, gouvernés par la droite nationaliste et populiste, et notamment pour les médias publics? Alors oui, des médias, on en a de plus en plus. Je vous ai fait une super carte. Magnifique. Voilà, donc c'est le classement RSF. Alors je sais pas si vous voyez bien l'image, mais j'ai marqué les endroits où c'est chaud. Voilà, donc plusieurs pays, on a les États-Unis, l'Italie particulièrement en ce moment. Et puis deux exemples dans la famille des gouvernements autoritaires élus démocratiquement qui saccagent l'audiovisuel public. Je vais vous parler de deux larrons qui ont fait très fort. Le premier, c'est la Hongrie. Hop. Alors 67e au classement RSF, l'ONG qualifie d'ailleurs Viktor Orban de prédateur de la liberté de la presse. Le Fidesz, le parti d'extrême droite au pouvoir, s'est débrouillé pour mettre à sa botte tous les médias publics. Les organes de régulation de l'audiovisuel sont aussi devenus des coquilles vides. Et aujourd'hui, seules quelques chaînes de télévision et de radio privées gardent une ligne anti-Fidesz, mais avec une forte pression constante du pouvoir. Et puis il y a la Pologne aussi, 47e au classement RSF, toujours des cartes. Magnifique. Avec une situation assez abracadabrantesque qui commence avec le gouvernement autoritaire du PiS, le Parti Droit et Justice, qui arrive au pouvoir à partir de 2015 et qui met au pas les médias publics en les noyautant. Alors je vais vous faire un petit tuto, si vous voulez le refaire chez vous, c'est un peu DIY. D'abord, vous limogez tous les responsables de rédaction qui sont trop indépendants et qui ne sont pas alignés sur votre idéologie. Vous les remplacez par des proches du pouvoir et puis vous remodelez comme ça la ligne éditoriale. C'est très efficace. Un petit exemple, lors des manifestations contre les mesures anti-avortement votées en 2020 par le Parlement polonais et actées donc par le gouvernement du PiS, la chaîne publique d'infos en continu n'avait pas hésité à titrer « Le fascisme de gauche détruit la Pologne ». Une bonne ambiance. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du libéral Donald Tusk en Pologne, est-ce que la situation a changé, Marius? Et oui, c'est là que la situation polonaise devient unique. Dès que la coalition libérale de Donald Tusk arrive au pouvoir, c'est la grande marche arrière. Le gouvernement tente de rendre à l'audiovisuel public son indépendance, une expérience de démocratisation grandeur nature. Alors autant dire que les méthodes ont été brutales, purge de tous les journalistes qui avaient été placés par le parti au pouvoir précédemment, le PiS donc, coupure du signal télévision et radio, refonte profonde des grilles de programme, des mesures à la limite de la légalité. Aujourd'hui, même si l'audiovisuel public polonais est bien plus sain, plusieurs observatoires indépendants des médias pointent une surreprésentation des politiciens issus de la coalition au pouvoir. L'instrumentalisation n'a donc jamais vraiment disparu. Et en France, ça donne quoi? Alors en France, l'audiovisuel public est bien plus indépendant qu'en Hongrie, en Pologne, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des menaces assez fortes qui pèsent sur lui. D'abord, la suppression de la redevance l'a rendu dépendant d'un financement unique et assez vertical par l'État. Il peut faire des coupes budgétaires à volonté. Aujourd'hui, c'est une fraction de la TVA qui finance l'audiovisuel public. Et autant dire que ça peut être un moyen efficace pour un gouvernement autoritaire de casser les jambes à un audiovisuel public qui ne lui plairait pas trop. Le plus gros risque politique vient du Rassemblement national. Dans son programme de 2024, ça tient en 3 mots, privatiser l'audiovisuel public. Voici un extrait de ce que l'on trouve écrit noir sur blanc sur le site du Rassemblement national. Donc vous pouvez voir à l'image la dissolution de l'Arcom, qui a prouvé son instrumentalisation politique apparemment, et la privatisation de l'audiovisuel public avec cet argument qu'on entend beaucoup, qui serait que l'audiovisuel public serait acquis à la gauche. Le parti de Marine Le Pen a indiqué qu'il maintiendrait Arte et France Média Monde, donc le groupe qui détient RFI et France 24. Alors en réalité, il est peu probable qu'une privatisation totale puisse se faire, d'abord parce que l'impact sur le marché publicitaire serait énorme pour les autres chaînes privées, TF1, M6 ou RMC, RTL par exemple, et réunies en groupe de pression, elles feraient tout pour éviter à partager le gâteau publicitaire. Ensuite, il faudrait trouver des acheteurs aussi. Radio France et France Télévisions n'ont pas vraiment de valeur marchande, elles ne vendent pas de produits, elles ont longtemps été déficitaires. Bref, ça n'a pas été pensé comme des médias commerciaux et un acheteur n'aurait aucune garantie de n'être ne serait-ce qu'à l'équilibre financier. Et puis il existe 2 derniers garde-fous. Le premier, c'est l'EMFA, un texte législatif européen censé obliger les États à garantir l'indépendance et le bon fonctionnement de leur audiovisuel public. C'est un texte récent qui date de 2024 et le problème, c'est que l'Union européenne n'a pas vraiment de pouvoir de police dans ce domaine-là.
Et puis le deuxième, et le dernier, c'est nous, les journalistes. Le projet de fusion de l'audiovisuel public, qui est plus ou moins en stand-by aujourd'hui, avait beaucoup mobilisé dans les rédactions, mais pas au point de faire reculer le gouvernement. Alors espérons que s'il est question de couper le service public en morceaux, on saura faire le piquet de grève devant la maison de la radio. Et on compte sur toi notamment. J'espère bien. Merci pour cette chronique. Marius, Vincent, je me permets une question en réaction à cette chronique. Toi qui as rencontré longuement et pendant des années une partie de l'électorat RN, est-ce que le service public c'est un sujet, et par exemple la potentielle fusion de l'audiovisuel public, c'est un sujet qui intéresse? Est-ce que le service public est un type de média qui intéresse l'électorat RN, ou c'est pas quelque chose vers lequel... Non, mais si je puis me permettre, au-delà de la question des services publics d'audiovisuel, parce que je pense que la question de la liberté de la presse et de ses conditions d'exercice ne se limite pas au service public. Il faut être extrêmement clair. Mais moi, je vais surtout parler de la représentation du monde des médias et de la presse en général, plutôt par les électeurs du Rassemblement national, parce que c'est plutôt ça, moi, à mon sens, qui est intéressant. Même si je reviendrai sur ce dernier point après. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le monde des médias, le monde de la presse, notamment qui traite de l'actualité, puisqu'on sait de ça dont il s'agit, ça fait partie finalement du monde du savoir légitime, quelque part, dans lequel s'inscrivent en faux, d'une certaine manière, beaucoup d'électeurs du Rassemblement national. Ce qui distingue les électeurs du Rassemblement national, principalement des autres, c'est le niveau de diplôme. Même si on a un électorat qui tend à s'élargir et à devenir de plus en plus hétérogène au fur et à mesure qu'il s'élargit, on a malgré tout une dominante extrêmement forte d'électeurs qui sont de diplômes, disons, de niveau bac ou infra-bac, on va dire de manière générale, et de manière vraiment encore extrêmement forte. Quand je parle de savoir légitime, évidemment, le premier lieu du savoir légitime, c'est l'école. Et ensuite, ce sont ceux qui le détiennent, c'est-à-dire les dirigeants, les élites, entre guillemets, ceux qu'ils appellent les élites politiques, principalement politiques, culturelles, et donc, évidemment, médiatiques. Plus que économiques. Je fais le distinguo, puisque quelque part dans le monde économique, on a parfois des gens qui se sont fait la main tout seuls aussi, indépendamment de leurs études, ou non. Et c'est vrai que la presse, elle est perçue assez négativement par rapport à cet aspect-là, comme finalement le porte-parole de ceux qui font perdurer d'une certaine manière le système. Évidemment, alors, les services publics, c'est un peu plus complexe, parce que je dirais que c'est... Moi, j'ai rarement entendu des électeurs du Rassemblement national taper sur les services publics, y compris leur coût, je dirais, fiscal. C'est pas forcément un message que j'entends de la part de cet électorat. Y compris beaucoup d'électeurs du Rassemblement national sont assez attachés, par exemple, à des médias locaux du service public. Je pense aux antennes d'ici, donc ex-France Bleu, qui sont quand même des radios qui sont extrêmement écoutées dans les territoires. Et c'est la même chose pour France 3. Par exemple, on focalise beaucoup sur les chaînes d'information continue, notamment sur CNews et l'influence supposée de ces chaînes d'information sur l'opinion. Oui, il y a une influence, notamment sur les retraités. On pourra y revenir si vous voulez. Mais le cœur de l'électorat du Rassemblement national, qui se concentre plutôt sur le salariat, et le petit salariat, c'est-à-dire les employés, les ouvriers, les cadres intermédiaires, on a un électorat qui n'est pas focalisé sur des chaînes d'infos. On n'a pas le temps de regarder les chaînes d'information continues. En revanche, c'est vrai qu'on va être plus attaché à regarder le 19-20 le soir chez soi, régional justement, parce qu'on est attaché finalement à une actualité locale. On va consulter... on va consulter aussi les pages Facebook de France 3, d'ici, du Républicain Lorrain ou de La Voix du Nord. Donc moi je me suis intéressé à la manière dont ces électeurs s'informaient, consultaient les médias. C'est généralement quelque chose qui est à distance. On prend quelques informations, on écoute un flash, on se contente de lire les chapeaux qui sont en accès libre sur les réseaux sociaux. Et ça va généralement pas beaucoup plus loin. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marius en tout cas pour cette chronique. Et tu peux appeler William, prochain chroniqueur qui va venir nous rejoindre. Incroyable, relais magnifique. Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. C'est la surprise parce qu'à chaque fois, je sais pas de quoi on va parler. Donc, C'est ça. Et bah pour cette chronique, justement, on va rester à l'international encore. C'est nos deux premières chroniques sur le monde global et on va prendre la direction des États-Unis. Et donc pour ça, salut William. Bonjour. T'es content d'être là pour cette première chronique. L'extrême droite et les médias aux États-Unis, ça passe en grande partie par les géants de la tech, qui ont même leur propre mouvement. Alors imaginez un courant politique né de l'alt-right, vous savez, cette gauche, cette extrême droite américaine des classes populaires qui ne sort jamais sans leur casquette floquée avec America Great Again, mais en moins sportif populaire et en plus geek milliardaire. Si l'alt-right, c'est le cliché du lycéen musclé, la néo-réaction, c'est son nom, c'est son opposé. Des ingénieurs de la Silicon Valley qui rêvent de gouverner le monde comme des rois de l'high-tech. La tête pensante du mouvement, Curtis Yarvin, a fait fortune dans la bulle d'Internet et d'y avoir eu envie de créer une idéologie dans son garage à l'aube des années 2010. C'est quoi le principe de ce mouvement ? La néo-réaction est élitiste. Elle prône un cocktail entre les coupes dans le budget des États façon Massacre à la tronçonneuse réalisé par Javier Milei et un système monarchiste inspiré du monde de la start-up verticale, une sorte de Game of Thrones mais avec des iPhones. Son plus célèbre champion, vous le connaissez, il est amateur de bras tendus, c'est bien sûr Elon Musk. Mais plusieurs autres proches de Donald Trump sont des amateurs de cette idéologie, comme au hasard J.D. Vance, l'actuel vice-président des États-Unis, qui a beaucoup été influencé par la néo-réaction. Et comment les néo-réactionnaires influent ? J'aimerais souligner le cas de Joe Rogan, célèbre podcasteur le plus écouté des États-Unis. Quand on voit la liste de ses invités avant l'élection des États-Unis de 2024, plusieurs géants de la tech ressortent. Musk, Zuckerberg ou encore Peter Thiel, inconvaincu de la NRX, néo-réaction. Vous êtes sans doute familier avec les deux premiers, mais le dernier est un parfait inconnu. Et pourtant, il détient une des plus grandes entreprises de traitement de données, Palantir Technologies. Vous apprécierez les références à l'orbe qui permet de tout voir dans le Seigneur des Anneaux. Je vous ai dit, c'est des nerds, évidemment. C'est grâce aux données que les néo-réactionnaires tiennent leur influence en détenant des réseaux sociaux, en utilisant l'algorithme afin d'avantager certains contenus virulents, très souvent d'extrême droite. Ils orientent le débat public sur ces plateformes et entraînent un risque pour les démocraties, juste certains. Mais du coup, Musk, c'est un vrai néo-réac ou c'est juste un entrepreneur qui surfe sur la polémique pour faire monter ses actions ? En se plaçant comme un défenseur d'une liberté d'expression troquée à grands coups de legalize comedy pour ses soutiens et de chasse au woke pour ses adversaires, Elon Musk a prouvé à de nombreuses reprises livrer une soi-disant guerre culturelle contre le gauchisme. Un climat hostile qui a amené beaucoup d'utilisateurs à quitter la plateforme du milliardaire. Donc X est complètement conquis à Elon Musk. Pas tout à fait. Cette tendance a donné naissance à une contre-attaque des milieux progressistes sur Internet en inventant le dark woke, le woke obscur. Une renaissance d'un phénomène datant du premier mandat de Trump, la gauche sac à merde, la Dead Back Left. Populaire chez les influenceurs progressistes, comme Hassan Piker ou encore le podcast Chapo Trap House, le ton est ordurier, sarcastique. C'est fait pour engendrer du clic et ainsi faire monter les posts progressistes dans un algorithme qui met en avant des propos propices à déclencher un débat. Une véritable bataille des bâtards par écran interposé. Ok, mais du coup, à votre avis, le dark woke, c'est une bonne ou une mauvaise idée face à l'extrême droite ? Ça dépend. Certains diraient que non et qu'il ne faut pas lutter avec les mêmes armes que l'extrême droite, notamment ceux qui ont quitté X. Il y a une grande vague, comme je l'ai dit, d'influenceurs et de journalistes qui ont quitté X, car jugeant les propos trop virulents et l'harcèlement trop fort. Et il y a cette petite... ce petit groupe d'influenceurs qui reste sur X et qui décide de mener une sorte de bataille culturelle avec les propres armes de l'extrême droite. Et justement, en France, on ne le voit pas encore, mais aux États-Unis, ça a pris une proportion qui est assez folle. Et est-ce que, Vincent, tu penses que ça pourrait arriver en France, une riposte comme ça face à l'extrême droite ? Moi, je suis assez circonspect, en fait, sur cette virtualité du débat public. La sociologie a démontré depuis très longtemps, on remonte aux années 30, que l'influence des médias sur le vote n'était pas centrale. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je vous raconte, mais ça reste une réalité. Ce qui structure principalement le vote des gens, c'est d'abord leurs relations directes dans leur environnement familial, de travail, amical, de voisinage. La force va à la force. Les groupes, c'est vraiment les influences directes. Et quelque part, cette virtualité des relations sur les réseaux, oui, ça peut jouer à la marge, mais on se rend compte quand même que de certains très gros influenceurs, je parle de la France, de ce que je connais, qui peuvent avoir un impact avec des milliers de clics, des retweets. Finalement, quand ils commencent à se confronter réellement
au scrutin et pour certains à se présenter à des élections, finalement ne sont pas si forts que ça. Donc c'est quand même un monde parallèle pour moi. En revanche, c'est vrai que cette tendance des réactionnaires aux États-Unis autour de la tech est, je pense, extrêmement importante à observer. Vous avez beaucoup parlé de Musk. Moi, je pense que le personnage central pivot dans cette histoire, en plus du milliardaire dont vous parliez, dont je me souviens jamais du nom. Peter Thiel, voilà, exactement, qui est le théoricien, en effet. C'est vraiment J.D. Vance, hein, qui, eux, ont un projet à long terme. Musk, c'est un businessman qui est là pour faire comme Trump, qui est là pour, je dirais, un projet de court terme, d'une certaine manière. Je ne suis pas certain qu'il s'inscrive dans la durée. Et je ne sais pas comment tout ça va tenir. En revanche, c'est vrai que J.D. Vance, et ces derniers jours nous l'ont bien démontré, lui est véritablement dans une bataille civilisationnelle, y compris qui refaçonne complètement ce qu'est la démocratie, nos relations et nos modes de régulation et d'organisation sociale. Donc c'est vraiment pensé, c'est un intellectuel au sens noble du terme, et je le crois beaucoup plus dangereux qu'Elon Musk. C'est pas si tu Non, c'est très bien. Non, j'ai préféré évoquer Elon Musk parce que c'était une figure assez célèbre. Et J.D. Vance, en fait, est assez inconnu, je pense, en France. Ouais. Du moins, il a un retrait, mais oui, il a quand même beaucoup théorisé cette néo-réaction, notamment. Puis il a un parcours aussi. Il a un parcours qui est quand même, c'est quand même un ancien. C'est un ancien militaire qui a fait la guerre en Irak, un vétéran, voilà, je vais chercher le mot, qui vient d'un milieu, d'une famille dysfonctionnelle des Appalaches, donc de cette région, voilà, d'un milieu plutôt populaire, de la Rust Belt, qui va faire des études un peu sur le tard, à la fois à New York et en Californie, dans les grandes universités, et c'est là qu'il va rentrer en contact, en effet, avec la tech, où il va travailler, et il est l'auteur d'un livre qui raconte un peu... Et ça a été un opposant de Trump sur le premier mandat de Trump, il faut s'en souvenir, y compris les démocrates avaient pensé à lui pour en faire un... Il a complètement tourné, mais c'est quelqu'un qui, je pense, mérite vraiment un intérêt des journalistes, des écrivains, parce que, y compris chez nous en France. Pour moi, c'est le personnage pivot. Faut pas oublier l'âge de Trump, et c'est le personnage pivot, à mon avis. Voilà, il n'est pas là par hasard. Il est quand même vice-président. Il est tout à fait complémentaire de Donald Trump. Bah, merci beaucoup. Et merci William du coup, pour cette chronique, c'était hyper intéressant. Et on va retourner cette fois en France, côté national, et on va parler d'un autre ouvrage. C'est ça, d'un autre ouvrage. On va parler de l'ouvrage de Salomé Saké, ouvrage qui s'intitule Résister. Et Tom, que nous accueillons. Salut Tom. Salut Paul, salut Pauline. Tu vas bien? Bonjour Vincent. Très bien, merci. Et toi? Donc comme je disais, tu vas nous parler de l'ouvrage donc de Salomé Saké Résister et nous faire une petite réaction, nous faire part de ta réaction à la lecture de cet ouvrage. Tout à fait. Donc comme tu l'as dit, le bouquin c'est celui-ci, il s'appelle Résister, donc c'est le dernier de Salomé Saké. Il est sorti en octobre dernier. Donc résister, mais résister contre quoi? Eh bien résister contre la montée de l'extrême droite dans nos sociétés et un peu plus particulièrement résister contre le danger de l'extrême droite dans les médias. Ça tombe bien, vous allez me dire, c'est pile dans le thème de l'émission. À l'heure où nous parlons, ce courant de pensée gangrène plusieurs chaînes de télé, émissions de radio, magazines, journaux, détenus notamment par des milliardaires très engagés politiquement. On peut citer le très interventionniste Vincent Bolloré, dont on aura sans doute l'occasion de reparler plus tard au cours du live. Au sein de sa chaîne CNews, 36% des invités politiques étaient d'extrême droite en 2021, donc c'est pour vous donner un exemple. Au-delà de ces médias privés, il semblerait aussi que l'extrême droite ait été également banalisée dans le service public, où des représentants de ce bord politique sont régulièrement invités. Alors plutôt dans cette chronique, j'ai évoqué le danger que représentait ce courant de pensée, j'ai dit qu'il gangrénait plusieurs médias. Aujourd'hui, ces propos me feraient presque passer pour un chroniqueur militant engagé. Au début des années 2000, ils auraient été simplement considérés comme un constat factuel et non comme une opinion. C'est ce que rappelle Salomé Saké dans son livre. En somme, la société et les médias se sont extrême droitisés.
Et cette extrême droitisation, Tom, commencerait par la sémantique. Eh bien absolument, des termes comme grand remplacement, comme islamo-gauchiste, comme wokiste n'existaient pas auparavant, ou alors ils n'étaient que très peu employés. L'extrême droite les a démocratisés. Lorsqu'il y a 4 jours, c'est très récent, Éric Zemmour parle de grand remplacement sur BFM TV, personne ne le reprend. Les journalistes qui lui font face savent pourtant que le grand remplacement est une théorie complotiste, mais à force d'inviter l'extrême droite dans les médias, cette sémantique a été banalisée et le caractère subversif de certains mots a été aseptisé. C'est ce qu'on appelle ouvrir la fenêtre d'Overton, donc à savoir rendre acceptable dans le débat public des idées qui ne l'étaient pas. Et en plus de la sémantique, Tom, les garde-fous ont sauté. Tout à fait, le fameux cordon sanitaire a été bien mis à mal en France. Pourtant, et Salomé Saké le rappelle dans son livre, nous aurions beaucoup à apprendre de nos voisins et pour ma part, je dirais de nos amis belges. En effet, du côté wallon, ce cordon sanitaire est extrêmement robuste. Les rédactions n'offrent pas d'accès direct à l'expression d'extrême droite. Coïncidence ou non, la Wallonie ne compte aucun député de ce bord pour le moment. En France, 42% des Français ont déjà voté pour une liste ou pour un candidat RN lors d'un scrutin. Donc ça, ce sont les chiffres de l'IFOP pour 2023. Recréer un cordon sanitaire si radical peut donc être difficile à mettre en place, mais pas impossible. Le journal Le Monde, qui n'est pourtant pas réputé pour être particulièrement engagé éditorialement, n'offre aucune tribune à l'extrême droite dans ses colonnes. C'est un premier point, encore faudrait-il multiplier les efforts. Et de son côté, donc, Salomé Saké invite à soutenir les rédactions indépendantes qui n'ont pas encore été récupérées, un modeste acte de résistance qui seul ne suffit pas, mais c'est en empilant les petites pierres que l'on construit les plus grosses montagnes. Merci pour C'est cette beau, phrase c'est très beau. et cette chronique. Je me permets de revenir sur ce que tu disais au niveau du vocabulaire employé dans les médias. Tu parles d'extrême droitisation, c'est une question que je voulais poser à Vincent à la fin, donc je me permets de la poser maintenant. Est-ce que tu dirais que les médias adoptent un langage de plus en plus d'extrême droite, et est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve chez l'électorat RN ? Alors je pense que ce qui est intéressant, c'est d'observer que, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Vincent Tiberge, à tout à fait juste titre, hein, qui est un politiste, qui a travaillé sur ce sujet. Vous avez, on constate véritablement une extrême droitisation d'une partie des élites économiques et médiatiques, en effet. Qui, de mon point de vue et de son point de vue, c'est le constat que je fais, est en relatif décalage finalement avec l'opinion. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'électeurs du Rassemblement national que ces électeurs portent, par exemple, la question du grand remplacement comme un sujet central dans les motivations de leur vote. Ça peut paraître paradoxal, c'est ce que je dis. Hein. C'est pas parce que vous glissez un bulletin du Rassemblement national que ça fait de vous un raciste ou quelqu'un qui valide en fait ces thèses-là, par exemple. Il y a plein d'autres raisons qui peuvent motiver ce vote. Et il y a des interprétations de ce vote qui sont complètement faussées par la part de ces élites, effectivement. Si on prend par exemple le cas du grand remplacement, moi j'ai commencé mon travail dans les années... Enfin, j'ai un peu de recul historique. Et cette thématique du grand remplacement, moi je l'ai vu apparaître dès 2014. J'avais assisté à une conférence de l'Institut Eliade, présidée et fondée par Jean-Yves Le Gallou, un ancien député du Front National, qui est parti du Front National à l'époque de Maigret, qui a été aussi l'un des fondateurs du Club de l'Horloge dans les années, fin des années 70-80, donc qui étaient des clubs d'intellectuels d'extrême droite qui avaient un objectif qui était de mener une forme de Gramscisme d'extrême droite, hein, c'est-à-dire d'offensive culturelle et de mener la bataille culturelle sur le terrain des idées, plus que sur le terrain des urnes. Et l'Institut d'Eliade, c'est un outil qui a été créé au début des années 2010 et qui avait vocation justement à imposer ces thèmes. J'avais entendu à l'époque Jean-Yves Camus, qui est donc l'auteur de cette théorie sur le grand remplacement, et qui à l'époque était complètement contredite par Marine Le Pen, qui même avait, je crois, sanctionné plusieurs de ses élus qui reprenaient cette thématique du grand remplacement. Et ça, c'était seulement il y a 10 ans. Alors évidemment, aujourd'hui, elle n'a pas forcément besoin d'en parler puisque d'autres en parlent à sa place. Donc ça, c'est toute la difficulté. Mais c'est vrai que je confirme qu'il y a quand même un vrai décalage entre ces élites médiatiques qui portent en effet ce discours matin, midi et soir dans certains de ces médias et d'autres qui courent après parce que ça fait de l'audience. C'est aussi ça la clé, hein, c'est que
Si les autres suivent, c'est parce que ça marche, tout simplement. Pour autant, est-ce que ça se traduit dans les urnes ? Enfin, est-ce que ça se traduit dans les esprits ? Moi, je suis un peu plus mesuré. La société française, c'est pas... on parle beaucoup de racisme structurel. Moi, je manie ce concept avec beaucoup de prudence. On n'est pas l'Italie, par exemple. Hein. Vous allez en Italie. Être noir en Italie, c'est pas du tout la même chose qu'en France, par exemple. En France, vous avez une majorité, par exemple, de mariages mixtes, de mariages exogames, ce qui n'est pas du tout le cas des États-Unis ou des pays anglo-saxons de manière générale, où on s'organise plutôt par communauté. On a quand même plutôt globalement une société ouverte. On l'a vu au moment du mariage pour tous, il y a une dizaine d'années. Vous avez des mouvements d'extrême droite qui font beaucoup de bruit, mais qui, à l'arrivée, sont minoritaires. Voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, l'extrême droite, elle est assez multiple. Alors je ne veux pas décerner de bons et de mauvais points, mais de ce point de vue, on en reparlera plus tard, l'élection de 2022, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, a été une illustration un petit peu de ce que je raconte là. C'est-à-dire que si ces thématiques, on va dire, extrêmement radicales, avaient été réellement majoritaires, c'était Éric Zemmour qui remportait le game face à Marine Le Pen. Très clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on demande justement aux personnes qui votent extrême droite ce qui les préoccupe le plus, ce qui revient le plus souvent, c'est le pouvoir d'achat et non pas la peur du grand remplacement. C'est-à-dire que c'est un discours qui est très présent dans les médias, mais qui finalement est peu représentatif de ce que les électeurs et les électrices d'extrême droite se sentent réellement concernés par. Bien sûr. Les questions d'immigration... c'est pas parce que vous mettez sur la table les questions d'immigration que vous tombez tout de suite sur des problématiques, vous tombez sur ces sujets de grand remplacement. Enfin, on peut parler d'immigration. On devrait pouvoir en parler sereinement dans le débat public. C'est pas interdit. Ça, c'est aussi un des problèmes de la gauche. C'est quelque part, il y a une forme aussi d'omerta sur ces sujets pour d'autres raisons, des raisons morales, mais qui sont liées aussi au fait que c'est le sujet de l'extrême droite. Mais c'est pas parce que vous posez des questions sur l'immigration que ça fait de vous un raciste, par exemple. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous parliez du travail, du pouvoir d'achat. Pour le coup, la question de l'immigration est un sujet. Je dis pas qu'il faut... Je suis pas en train de valider ce que dit l'extrême droite, mais il y a aussi des réalités qu'il faut entendre. Je développerai mon propos peut-être plus tard. En tout cas, merci beaucoup Tom pour cette chronique. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. bientôt. Une nouvelle chronique. Et on va accueillir du coup la prochaine chroniqueuse, Célia. Et en attendant, on a une question dans le chat de Quignon de Ping. Quignon de Ping, qui est le pseudo de la personne. Enchanté. Qui pose une question, donc, est-ce que les liens sont forts entre la fachosphère aux États-Unis et le Rassemblement national, en rapport avec la chronique de William avant, du coup? Est-ce que vous avez connaissance de liens spécifiques entre les deux? Alors moi, je travaille, pour répondre à la question, moi j'ai surtout travaillé sur les électeurs du Rassemblement national, pas sur les militants, alors même si au début, quand j'ai écrit avec Valérie Gounet l'Illusion nationale entre 2014 et 2016, on a beaucoup navigué dans les cercles militants, donc c'était une autre époque, on va dire. Mais quelque part, c'est les États-Unis, c'est loin, quoi. Hein, et ce qui est loin, finalement, ne nous concerne pas vraiment. Donc, c'est pas central, je dirais. Voilà. Par contre, c'est vrai que la place que ça a pris, et ça, c'est quand même un sujet, je trouve, on peut en parler, hein, dans le traitement médiatique. Je trouve qu'à chaque élection américaine, on en fait des tonnes en France. Et ça, c'est notre penchant très atlantiste, et certains tombent de haut d'ailleurs aujourd'hui. Ça, c'est un autre sujet. Mais je trouve complètement dingue qu'on ait si peu parlé des élections allemandes qui nous concernent beaucoup plus. Alors, on est à Strasbourg, donc je pense qu'ici, j'ai pas besoin de vous convaincre, mais qui nous concernent beaucoup plus. Voilà, les États-Unis ne sont pas notre premier partenaire commercial, et de très loin. Alors évidemment, il y a une influence américaine. Mais oui, il y a beaucoup d'électeurs français du Rassemblement national qui ne se sentent pas très concernés par ce qui se passe aux États-Unis. D'accord. J'espère que ça a répondu à ta question. N'hésitez surtout pas à poser d'autres questions dans le chat. Et du coup, salut Célia. Bonjour. Salut Célia. Bonjour Pauline. Ça va? Très bien.
Donc on est très content de t'accueillir et avec toi on va parler du coup de la formation des journalistes. Tout à fait. Et, Pardon. ouais, c'est ça, et donc récemment, pour te lancer, il y a eu une petite secousse qui a bouleversé le monde des écoles de journalisme. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tout à fait, on va parler de cette petite secousse dans le paysage médiatique français. C'est le rachat de l'ESJ Paris par un groupe de milliardaires, dont certains sont déjà bien implantés dans les médias. D'ailleurs, on les connaît en fait. Et quand on regarde un peu de plus près qui sont ces nouveaux propriétaires, ça pique un peu. En fait, l'ESJ Paris, c'est quoi ? Bon. Pour poser les bases, l'ESJ Paris, c'est une école de journalisme, c'est la plus ancienne en France, et en fait, c'est aussi un grand argument marketing de l'école, voilà, le fait qu'elle ait été créée en 1899, donc on peut quand même lui reconnaître ça. Mais attention, elle ne fait pas partie de ces fameuses écoles reconnues par la profession, donc elle n'a pas cette fameuse certification officielle qui permet un certain cahier des charges dans les enseignements, un meilleur taux d'emploi et un accès plus facile à la carte de presse, donc c'est quand même important de le souligner quand on en parle. Bon, malgré ça, il faut bien rappeler qu'elle a formé des journalistes qui sont connus et reconnus, donc on peut citer Samuel Etienne, Audrey Pulvar ou même Patrick de Carolis, donc, qui était l'ancien directeur de France Télévisions. Sauf que l'année dernière, en fin d'année, tout a été chamboulé. Tout à fait. Jusqu'ici, tout allait plutôt bien pour l'ESJ Paris, mais en fait, en novembre 2024, l'ESJ Paris a été racheté par un groupe d'investisseurs, pas n'importe qui. Donc on a eu Vincent Bolloré, qui, comme vous le savez, on en a parlé déjà dans l'émission, possède Canal+, CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, donc le JDD, Bernard Arnault, qui lui possède le groupe Les Échos, Le Parisien, Rodolphe Saadé, donc, qui lui a BFM TV et RMC, et enfin la famille Dassault, qui lui possède le quotidien Le Figaro. Bon, bref, des patrons de presse qui ont déjà un pied bien ancré dans l'univers médiatique français. Et là, on peut légitimement se poser la question, pourquoi les milliardaires qui possèdent déjà tous les médias achètent une école ? C'est quand même une bonne question. Par amour de la presse, par philanthropie, bon, on y croit moyen. Surtout que racheter une école, c'est vraiment pas l'opération financière du siècle. En fait, leur but, on peut se demander, est-ce que c'est former les journalistes de demain ou alors les futurs relais d'une idéologie ? En fait, quand on regarde ce que ces magnats des médias ont fait avec leurs journaux et leurs chaînes de télé, on se rend vite compte qu'ils ont carrément une influence sur la ligne éditoriale, c'est ce que vous racontez Tom aussi. CNews, par exemple, a clairement viré sur une ligne très conservatrice, avec des figures médiatiques d'extrême droite absolument omniprésentes à l'antenne, ça n'étonnera personne, vous êtes au courant. Le JDD, qui a été récemment repris par Vincent Bolloré, a vu 95% de sa rédaction se vider complètement, après une grève qui a été très longue, après un virage éditorial très marqué, avec l'arrivée de Geoffroy Lejeune comme rédacteur en chef. Donc si ces mêmes personnes contrôlent la formation des futurs journalistes, ça sent un peu la mise sous influence. Et d'ailleurs, le climat, il est plutôt tendu à l'ESJ Paris. Ouais, Pauline, en fait, dans l'école, vraiment, tout n'est pas rose. Depuis le rachat, les profs ne sont pas payés. Ça fait des mois parce qu'en fait, les anciens et nouveaux propriétaires se renvoient la balle sur qui doit payer les profs. Il y a des tensions internes et des étudiants en journalisme, dont des étudiants du QH d'ailleurs, de plusieurs écoles reconnues ou non, ont signé une tribune pour dénoncer ce rachat, parce qu'ils le considèrent comme une vraie menace, en fait, pour l'indépendance de la presse. Et on en pense quoi, du coup ? Évidemment, on ne dit pas que tous les diplômés de l'ESJ Paris vont devenir des mini Pascal Pro dans toutes nos rédactions, mais en fait, cette prise de contrôle d'une école de journalisme par des géants des médias, elle soulève de vraies questions sur l'indépendance de la formation des journalistes. Parce que si on commence à influencer les journalistes dès leurs études, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une presse encore plus polarisée et alignée sur les intérêts de ces groupes ? Est-ce qu'on assiste à la naissance d'une Bolloré School of Journalism ou est-ce qu'on s'inquiète pour rien ? Je vous pose la question. Et alors, est-ce qu'on... Ah non, mais Qu'est-ce moi, qui se passe avec de ça ? toute façon, c'est à l'image de l'organisation capitalistique des médias et notamment de presse écrite en France, qui sont principalement détenus par quelques milliardaires et qui posent évidemment un souci sur, au-delà de l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite, sur l'indépendance tout simplement éditoriale des médias de manière générale. Il faut dire qu'il y a déjà des écoles qui, dans la sphère Bolloré, Sterrin aussi, qui existent. Alors, je crois que c'est l'Institut politique de Paris. Oui, ça me... Voilà, où il y a une branche journalisme. Tout à fait. C'est une sorte de Sciences Po pour les nuls, pour faire vite. Mais qui fournit d'ailleurs déjà des journalistes pour CNews notamment, et où vous avez des intervenants et qui ne sont pas que d'extrême droite officiellement, qui sont les éditorialistes que l'on voit un petit peu partout. Donc oui, c'est quand même c'est inquiétant, mais je dirais que c'est vraiment c'est pas tant la reprise de cette école qui est inquiétante, c'est la manière dont les médias sont organisés et financés aujourd'hui en France. Maintenant, on voit bien qu'il y a, notamment en matière de presse écrite, un sujet majeur sur le modèle économique de manière générale de la presse écrite papier notamment,
de son devenir. Voilà, les journaux papier sont presque aujourd'hui un faire-valoir pour avoir un titre de presse installé. Maintenant, c'est vrai on est passé complètement au numérique, mais y compris le numérique, c'est une façon de consommer des médias qui est très différente. On n'a plus du tout la même hiérarchisation dans le traitement de l'actualité. On n'ouvre plus un journal avec une une, un début, un milieu, une fin. C'est un scroll sans fin aujourd'hui qui fait qu'on a un rapport dans notre consommation et dans ce que je disais, ce modèle économique qui est problématique. Voilà, donc quelque part, la reprise de l'ESJ, c'est presque anecdotique dans ce paysage finalement actuel, quoi. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, il y a eu une enquête du Monde il y a quelques mois que j'avais vue du service vidéo qui en fait faisait une espèce de cartographie de tous les réseaux des journalistes d'extrême droite, enfin qui ont été formés donc, dans ce type de formation un peu parallèle, pas reconnue, et qui en fait se recrutent entre eux, et puis ensuite qui se retrouvent dans des rédactions. Et il y a eu un extrait d'interview qui est assez connu, je sais plus si c'est ce terrain, j'avoue que là je pourrais pas me prononcer sur qui a dit ça, mais qui disait en fait on aura gagné le jour où devant la personne qui a interviewé, en fait l'interviewé est aussi de droite, en fait, où les deux partagent des opinions communes, et donc il n'y a plus du tout le même contradictoire. Et en fait, l'idéologie est totalement partagée parce qu'il n'y a plus de remise en question. Voilà, je vous invite à regarder cette enquête qui était vraiment passionnante. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Trop bien. C'était hyper intéressant. Et puis on va continuer sur les propriétaires. Enfin, pour le coup, lui, il n'en est pas un, mais on va passer à la prochaine chronique, c'est celle de Loris, qui va nous parler. On n'a que Loris qui va arriver par cette super porte qui grince. Vous la voyez pas, mais elle est géniale. Elle est géniale, cette porte. Une belle porte verte. Et donc, Loris, aujourd'hui. Salut Loris. Salut. Bonjour Paul, bonjour Pauline. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Loris, aujourd'hui, tu nous parles d'un homme d'affaires ambitieux qui aspire au rachat de différents médias pour que ses idées deviennent majoritaires. Et non, il ne s'agit pas de Vincent Bolloré, l'homme qui a transformé la chaîne d'information iTélé en CNews notamment, mais bien d'un nouveau et mystérieux personnage qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin. Alors son nom n'est pas très connu, ses apparitions médiatiques sont extrêmement rares, mais ce que l'on sait, c'est qu'il est originaire de l'Eure, la Normandie donc si vous ne savez pas où c'est forcément l'Eure, et il a 51 ans, on lui doit la création des Smartbox, vous savez ces coffrets cadeaux qu'on offre parfois, et dont la société est désormais leader du marché en France et en Europe. Autre point important, il n'habite plus en France depuis 2012, il s'est exilé fiscalement avec l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Et aujourd'hui, il a deux grandes ambitions. Alors vous allez voir que l'une va nous intéresser un peu plus que l'autre. Et encore, parce que ça aide un petit peu à cerner le personnage. Sa première ambition, c'est la victoire de ses idées à la prochaine présidentielle, en 2027, si tout se passe bien. Deuxième objectif, que l'on ne va pas approfondir, il souhaite devenir un saint. Rien de plus. Rien que ça, exactement. Et pour influer sur la prochaine présidentielle, Pierre-Édouard Stérin a sa propre stratégie et elle s'appelle Périclès. Oui, c'est l'Humanité qui s'est penchée en juillet 2024 lors d'une série d'articles sur Pierre-Édouard Stérin, PES, on va le surnommer comme ça. Son objectif serait de faire triompher les valeurs de l'extrême droite que Stérin qualifie de vraie droite. Périclès n'est pas qu'un orateur et stratège grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un acronyme pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. En fait, c'est une façon de contourner la règle interdisant les personnes privées de financer les partis politiques au-delà de la limite de 7 500 € par an. Je me suis baladé sur le site de Périclès et c'est, je cite, un opérateur qui génère, conseille et finance des initiatives citoyennes en vue de constituer un nouvel écosystème politique et économique favorable à la France. C'est un peu pompeux, je vous l'accorde. En gros, ça soutient des essais ou des think tanks pour que les résultats soient ensuite diffusés dans le débat public. Sur le site, on peut y lire que les équipes ont soutenu notamment le média d'extrême droite L'Incorrect, l'association Léa, qui soutient notamment la thèse du racisme anti-blanc, ou encore l'Observatoire d'éthique universitaire, qui documente sur le wokisme à la faculté. L'objectif de ce terrain, c'est d'investir jusqu'à 100 milliards d'euros dans le projet d'ici 2027. 100 millions. 100 millions d'euros, pardon. D'ici 2027, pardon, 100 millions. Pardon. Pour le moment, difficile de mesurer l'impact réel du projet Périclès, excepté la polémique qui a été créée par une étude de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, un think tank qui est financé par Stérin. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu passer, une étude selon laquelle 580 millions de personnes dans le monde seraient éligibles au droit d'asile en France. Sauf que les calculs sont erronés car n'appliquent pas les critères d'éligibilité du droit d'asile qui sont prévus par la Convention de Genève. Et l'étude a tout de même été reprise par les élus du Rassemblement national, mais aussi par des médias plus traditionnels comme Le Point ou Le Figaro.
Mais Loris, Pierre-Édouard Thérin n'a pas que son projet Périclès pour faire progresser ses idées, bien au contraire, il cherche aussi à tisser sa toile dans le monde médiatique. Oui, l'Humanité va aussi révéler que Pierre-Édouard Thérin utilise le Fonds du bien commun, qui est son association philanthropique, pour financer certaines actions, comme des associations dissuadant le recours à l'avortement. Aujourd'hui, Thérin réfléchit plutôt à racheter un institut de sondage, un outil ô combien important pour façonner l'opinion en fonction des questions posées aux échantillons, mais également racheter l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles. L'homme d'affaires a un souhait, posséder des médias, comme Vincent Bolloré qu'il admire. L'an dernier, la maison d'édition Bayard s'est opposée à la nomination d'Alban de Rostu, qui est l'ex-bras droit de Thérin, au poste de directeur de la stratégie. Thérin s'était aussi positionné pour racheter Marianne, mais les garanties d'indépendance qu'il avait mises en avant n'avaient pas suffi à rassurer la rédaction. Un refus donc de la rédaction motivé par la proximité avérée entre Pierre-Édouard Thérin et le Rassemblement national. Oui, Thérin ne compte pas faire gagner ses idées seul, bien au contraire, il souhaite miser sur le bon cheval. Marine Le Pen n'est pas sa favorite, mais il sait qu'elle est la mieux placée pour l'Élysée, car l'homme d'affaires est réputé pour son esprit très cartésien, tout doit avoir un retour sur investissement, même en politique. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité à envoyer certains de ses proches dans la bataille des législatives anticipées de juin dernier, tous sous l'étiquette de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, qui, rappelons-le, s'était allié au Rassemblement national. Claire Geronimi, par exemple, qui est devenue la vice-présidente du mouvement. Son association Éclat de femmes, qui fait un lien entre insécurité de rue et immigration, est soutenue par Périclès. Autre personnage majeur de la galaxie Thérin, c'est François Durvy, qui est le directeur général d'Otium, le fonds d'investissement de Pierre-Édouard Thérin, qui est un très proche de Marine Le Pen et qui fait partie de ceux qui poussent au tournant libéral du parti d'extrême droite sur le plan économique. Donc on récapitule, influence de l'opinion par le soutien de certaines associations ou think tanks, plus volonté de racheter certains médias, plus souhait de racheter un institut de sondage, plus entourage inséré dans l'environnement politique. En bref, Pierre-Édouard Thérin est-il en train de devenir le Vincent Bolloré de la décennie 2020 ? C'est la question. C'est la question. Une question. Non, mais c'est un cas qui est extrêmement intéressant parce que je trouve que ça résonne énormément, finalement, avec le livre que j'ai écrit et les électeurs que je rencontre depuis 10 ans. Moi, j'ai une vraie interrogation par rapport à ce personnage, à ce qu'il porte et à son entourage qui entoure de très très près, en effet, Marine Le Pen et Jordan Bardella, il ne faut pas l'oublier. C'est que clairement, ils se sont inscrits dans un changement d'orientation de la ligne économique du Rassemblement national. Bon, Marine Le Pen, elle a quand même construit depuis quelques années, notamment depuis la présidentielle 2022, et c'était déjà un peu le cas aussi en 2017, une partie de son succès sur un discours économique qui était assez dépolitisé sur le fond. C'est-à-dire que elle avait cette image d'une quelqu'un qui défendait des idées souverainistes, on va dire, avec une dimension sociale assez forte, ce qui lui a permis, ainsi que son père, dans le courant des années 2000, à avoir un électorat qui a été bouleversé. Et moi, si je me suis intéressé, il y a maintenant une douzaine d'années, de très près, à l'électorat du Rassemblement national, c'est parce que sa constitution devenait très populaire. Quand vous assistiez dans un meeting du Rassemblement national, moi, j'avais jamais vu ça dans les autres partis politiques. On était vraiment dans une France populaire. Et clairement, moi, j'avais l'impression de revoir les miens, parce que je viens d'un milieu populaire dans l'ouest de la France. Et moi, ça m'avait marqué. Et les progrès électoraux qui ont été réalisés l'ont été principalement sur ces catégories sociales. Il suffit de voir le score du Rassemblement national dans les anciens bassins industriels, que ce soit dans le nord, dans l'est, y compris dans le sud de la France. Pas oublier que le Var, par exemple, a longtemps été un département communiste. Y a pas la Côte d'Azur, c'est pas que des retraités riches. Et très majoritairement aujourd'hui, la base électorale du Rassemblement national est constituée de ces classes populaires, qui est sensible, qui ne croit plus en la capacité de la politique à transformer leur destin et notamment les modèles économiques, pour faire vite. Qui ne croit plus en la capacité du politique à redistribuer les richesses, par exemple, à faire redistribuer les richesses. D'où ce discours de Marine Le Pen, qui est plutôt un discours centré sur la consommation. Moi, je la compare souvent à Michel-Édouard Leclerc. Voilà, la consommation, c'est devenu la première religion dans nos civilisations. On est d'ailleurs passé d'une société de production industrielle à une société de consommation, à une classe servicielle. Bon.
Et donc la question du pouvoir d'achat, évidemment, est centrale. Et le levier sur lequel Marine Le Pen joue, il y a 2 leviers. C'est la question, évidemment, des taxes et de la TVA, et des impôts, bien sûr. Donc on baisse la TVA, par exemple, sur l'essence. Et puis, c'est la question de la préférence nationale qui donne, disons, plus d'avantages, quelque part, aux nationaux, pour faire vite. Le projet Périclès, c'est un projet qui est extrêmement différent. C'est un projet ultralibéral, si ce n'est libertarien. On parlait tout à l'heure des États-Unis, et là, quelque part, on s'en rapproche un petit peu. C'est vrai que c'est un discours qui peut permettre à Marine Le Pen, ce qu'elle a commencé à faire en 2024, à conquérir quelque part, notamment les retraités, une partie des retraités, des CSP+, de gens qui votent plus régulièrement, qui sont moins abstentionnistes, qui pèsent, on l'a vu, qui constituent la base de l'électorat d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on a vu une partie de ces électeurs d'Emmanuel Macron se déplacer vers Marine Le Pen aux dernières élections. C'est extrêmement clair. Moi, je peux vous citer un certain nombre d'endroits en France qui sont plutôt un public qui regarde les médias Bolloré, justement, on en parlait tout à l'heure. Mais en même temps, ce qu'ils peuvent gagner d'un côté, ils peuvent peut-être le perdre de l'autre. Je dis peut-être, je ne sais pas. À cette étape. Moi, je pense que le pari de Marine Le Pen, c'est que de toute façon, elle considère comme acquis, quelque part, la base populaire qu'elle a. Et que, parce qu'on est aujourd'hui dans un vote, c'est pas tant, les gens votent pas tant pour un programme, mais ils votent plutôt pour un sentiment d'appartenance. Et il y a un sentiment d'appartenance très très fort à ce qu'elle représente, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans ceux qui dominent la classe politique française depuis 50 ans, pour faire vite. Le projet Stérin, le projet Périclès, pour elle, stratégiquement, c'est un moyen d'aller conquérir une population qu'elle n'arrivait pas, un électorat qu'elle n'arrivait pas à toucher jusqu'alors. Voilà. Maintenant, ce Pierre-André Stérin a beaucoup d'ambition, il ne connaît pas très bien le pays, il ne connaît pas très bien les gens. Son projet identitaire, catholique, très traditionnaliste, très intégriste même, je ne crois pas que ce soit un projet qui soit majoritaire en France. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que là, il y a un gros décalage par rapport à l'état de l'opinion française. Et à mon avis, je pense que c'est un terrain qui est un peu glissant. Marine Le Pen s'appuie sur elle. Ça lui offre des moyens absolument considérables. Mais je pense qu'au fond d'elle-même, il y a certainement une méfiance réciproque encore qui doit demeurer entre les deux encore aujourd'hui. Justement, tout à l'heure, tu parlais de l'élection 2022 et du fait que tu en parles également dans ton livre qu'il n'y a pas eu d'adhésion de cet électorat derrière Éric Zemmour. Pourquoi justement la personnalité d'Éric Zemmour n'a pas rassemblé autant que peut rassembler Marine Le Pen. Je disais tout à l'heure que le programme économique de Marine Le Pen, c'était un programme en apparence très dépolitisé qui s'inscrit dans une forme de dépolitisation aussi du pays. On n'est plus dans les années 70-80 où on avait des blocs idéologiques qui s'opposaient, où les gens étaient structurés, charpentés par des idéologies. Moi, je fais un peu partie de cette génération, je suis né dans les années 70. Aujourd'hui, c'est très différent. Le rapport à la politique est devenu plus affectif, plus distant et affectif à la fois. C'est-à-dire que distant parce que finalement, les gens ne vous en parlent pas beaucoup. Ils détestent la politique, ils détestent ce que représente la politique de manière générale et tout ce qui gravite autour. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que la personnalité d'Éric Zemmour, on peut un peu la rapprocher d'un Jean-Luc Mélenchon. C'est une personnalité extrêmement clivante, très, très idéologique, d'une certaine manière, qui a, au début, qui a imprimé. C'est vrai qu'il était assez haut dans les sondages. Et puis, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, ces thématiques qui étaient à 99% centrées sur l'immigration, ne correspondait pas aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Voilà. Marine Le Pen, elle a fait sa campagne beaucoup plus sur le pouvoir d'achat. Et on a vu que ça a été un pari gagnant, sans compter qu'il y a eu la guerre en Ukraine au début de la campagne présidentielle, que Éric Zemmour a été le seul à se positionner contre l'accueil des Ukrainiens en France, à la différence de Marine Le Pen, en disant que la Pologne pouvait très bien faire le boulot. Jordan Bardella avait quand même dit que c'était mieux qu'il reste dans d'autres pays européens plus proches de l'Ukraine. Oui, mais c'est Jordan Bardella. Mais Jordan Bardella n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Il faut quand même le dire. Et voilà. Et
le fait est que ça a été un pari gagnant. Voilà. Donc ça, je trouve que ça raconte quand même beaucoup sur l'état de l'opinion. Alors après, je ne suis pas en train de passer de la pommade à Marine Le Pen, loin de là. Il y a ce qu'elle raconte, et puis ça, c'est quand même la façade. Elle s'inscrit quand même dans cette stratégie de dédiabolisation, et on l'a vu avec l'élection de Trump aussi. Comment on a réagi par rapport à l'élection de Trump, comment on s'inscrit. Il y avait quand même une prudence beaucoup plus importante de Marine Le Pen. Alors là, évidemment, il y a eu cette réunion à Madrid avec les extrêmes droites européennes, et elle est bien obligée de suivre le mouvement. Enfin, je pense pour le coup, c'est quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît l'état de l'opinion beaucoup plus que ces milliardaires ou ces personnes qui viennent de nulle part. Voilà. Et donc ça joue quand même aussi sur leur discours. Très bien. Et ben en tout cas, merci Loris pour Merci cette chronique. Et on va Tu peux rester passer, sur le plateau, tu peux. voilà, on va passer tout de suite à l'interview. Et donc on va revenir sur ton livre, Vincent, que je tiens juste ici. J'invite d'ailleurs, si un ou une chroniqueuse veut revenir, il y a une petite place sur la chaise, voilà, histoire qu'on discute tous ensemble. Et donc, Merci. On a déjà bien commencé. Hein. Ça a déjà bien oui, commencé. c'est vrai que ça a déjà bien commencé, mais Mais pour bon, revenir bien sûr. sur ce livre, tu en as déjà un petit peu parlé du pourquoi, mais je voulais savoir comment était venue cette idée ou cette exploration de 10 ans, quand même, c'est long, auprès de l'électorat RN. Tu as commencé donc en 2014, donc période de municipale. Comment est-ce que ça a commencé tout ça Le projet, il est né en effet en 2014. Alors je le raconte dans le livre, je ne vais pas tout dire ici, mais ça correspond aussi à titre personnel à un certain moment de ma vie. Hein. J'ai eu des engagements par le passé, voilà, pour faire vite. Au mois de juillet 2014, on sort de 2 élections qui sont les élections municipales et les élections européennes. Pour la première fois depuis 1995, le RN remporte des mairies, et pour la première fois, là, ils explosent leur score de 95 puisqu'ils remportent une 12aine de mairies, ce qui peut paraître pas grand-chose finalement aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose un fait politique important. Et puis 2-3 mois après, on a les élections européennes où pour la première fois le FN, puisque c'était encore le FN à l'époque, remporte les élections européennes. Et là, c'était une première, c'était la première fois que ce parti, un parti d'extrême droite, devenait pas majoritaire, mais remportait une élection au plan national. Donc effectivement, moi, c'est un fait qui m'avait marqué. Ça faisait quelques années que je me rendais régulièrement au rassemblement du 1er mai, non pas de la CGT, mais du Front National, de l'hommage à Jeanne d'Arc qui était rendu comme observateur, comme photographe aussi. Hein. Ce rassemblement dans les années 2000, c'était encore un rassemblement assez folklorique, hein, avec des figures de la vieille extrême droite française, maurassienne. Il y avait beaucoup de skinheads encore présents. C'était assez haut en couleur, hein, de la vieille noblesse française. Enfin bon. Et puis, au fur et à mesure, au début des années 2010, et ça c'est concomitant véritablement avec la prise de pouvoir de Marine Le Pen dans ce parti en 2011, où elle engage cette stratégie de dédiabolisation, on voit arriver de manière massive des gens qui finalement auraient pu être mes cousins, mes parents, des gens issus des classes populaires, hein, ça venait par cœur entier du nord de la France notamment. Et là, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit, c'est les miens qui sont là. Et ça, je voulais le documenter. Voilà. Et donc, ce projet, il naît à ce moment-là. Et pour cela, avec l'historienne Valérie Gounet, hein, qui est une grande spécialiste de l'extrême droite, on décide d'aller sur leur terrain dans 3 de la 12aine de villes qu'ils venaient de remporter. Donc, à Hayange, en Moselle, dans la vallée de la Fensch, juste à côté des hauts fourneaux de Florange qui venaient de s'éteindre, à Beaucaire dans le sud de la France, et à Hénin-Beaumont, donc dans le Pas-de-Calais, dans le fief de Marine Le Pen et de Steve Briouat, donc symbole, hein, ville minière du bassin minier. Et on décide de se poser pendant 2 ans dans ces villes et d'aller à la rencontre des habitants et des électeurs. Très concrètement, parce que du coup notre public c'est principalement des futurs journalistes, une fois que vous arrivez sur le terrain en vous disant que vous allez explorer ces villes-là, comment vous faites ? Comment vous commencez votre exploration ? Alors c'est un travail à la fois journalistique et documentaire, hein, donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que quand on s'inscrit dans le temps long, on peut s'accorder des libertés
qu'on ne peut pas avoir quand on rédige un reportage de presse écrite où, dans le meilleur des cas, on a 2 ou 3 jours sur le terrain pour réaliser son reportage. Moi, mon luxe, c'était de pouvoir aller et venir. C'est-à-dire que quand je me dis que je me suis posé pendant 2 ans, j'ai fait des allers-retours dans chacune de ces villes où je passais des journées entières, en allant revoir systématiquement les mêmes personnes. Alors au début, il y a une phase d'observation, de documentation. C'est quand même la base d'un documentaire, c'est de se renseigner sur l'endroit où on va. D'observation. Quand je dis l'observation, c'est une ville a une forme, comme dit Julien Gracq, je le cite dans mon livre, l'écrivain le disait, dans la forme du livre. C'est-à-dire qu'un paysage urbain, un paysage tout court, ça parle. Quand moi je débarque la première fois dans la vallée de la Fench à Hayange, pour la fête du cochon en septembre 2014, je passe devant cette immense usine d'ArcelorMittal qui fait plusieurs kilomètres de long, où les hauts fourneaux sont éteints. C'est un paysage qui raconte une histoire sociale, qui a des conséquences politiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à partir de là, on construit aussi un récit, un futur récit, par l'image et par le texte. Ça va m'amener, évidemment, ça va nous amener avec Valérie à repérer des gens dans la ville. Donc on va dans les cafés, on va dans la rue, on va presque toquer aux portes. C'est pas du porte-à-porte, mais au mois de septembre, par exemple, il fait encore beau, les gens sont encore dans leur jardin, dans un club de pétanque, là où on peut trouver des gens, tout simplement. Donc là, c'est sur ce travail spécifique, c'est un peu le fait du hasard. Et à partir de là, de fil en aiguille, on fait connaissance aussi. Il y a des associations, on rencontre des acteurs locaux, des politiques. Moi, je me présente aux élus RN, enfin FN de l'époque, je ne me cache pas. Alors évidemment, il y a parfois de la méfiance, voire de la défiance. Steve Briouat me dit, la première fois que je le rencontre, que ici, vous n'êtes pas aux eaux. Je sais quelle est ma position de photojournaliste documentariste parisien. Ça se voit, je le porte sur moi. J'ai mon appareil autour du cou. Donc évidemment qu'on est catalogué, mais il faut essayer de dépasser ça. Et ce qui va véritablement me légitimer par rapport à ces électeurs, c'est le fait de venir et revenir. Et de nouer une relation qui ne soit pas uniquement centrée sur ce que les gens racontent, mais de m'intéresser aussi à eux, tout simplement, au-delà de leurs opinions. C'est-à-dire leur vie, tout simplement, qu'est-ce qu'ils font, leur famille, de partager aussi des choses tout simplement avec eux. Donc c'est une démarche d'altérité, c'est très important, et c'est pas que journalistique. Je pense qu'on souffre de ça aujourd'hui en France. On est beaucoup... moi, je me bats contre le « eux » et le « nous ». Je pense que c'est un vrai cancer qui nous détruit à petit feu. Il faut sortir de ce « eux » et « nous » qui casse d'une certaine manière le commun qui devrait constituer notre démocratie. Et j'essaye de me mettre au niveau des personnes qui sont en face de moi. Donc je ne suis pas là pour les juger, mais par contre je suis là pour essayer de comprendre les ressorts de ce vote. Et justement, dans le livre, vous parlez donc du eux et du nous, un des thèmes qui revient comme potentielle raison qui amène de plus en plus de personnes à se tourner vers le Rassemblement national, c'est la rupture du lien social. À quel point est-ce que vous l'avez observé ou sur place ? Alors, rupture, mais en même temps, il y a une forme de soif de lien exprimé par les gens. Et d'ailleurs, dans les mairies RN, FN, quand je me rends entre 2014 et 2016, je me rends compte que les maires jouent beaucoup sur ce levier des sociabilités locales, de célébrer, de surjouer d'une certaine manière aussi sur les traditions locales. Par exemple, à Beaucaire, vous avez les fêtes de la Madeleine l'été, ça existait avant le FN, et puis ça existera après quand ils seront plus là. Très clairement, c'est des fêtes plus multicentenaires, donc c'est une sorte de corrida et de fêtes votives au cœur de l'été, mais auxquelles les gens sont extrêmement attachés et qui sont les seuls cadres où il y a encore un peu de lien. Par exemple, le maire de Beaucaire, Julien Sanchez, c'est quelqu'un qui est végétarien,
qui défend la cause animale, mais il n'y a pas du tout, je dirais, l'image du gars du Sud, passionné de taureaux et de bodega, on va dire, mais il prend les habits et il joue à fond le rôle, et il sait que c'est important. Donc il y a cela. Alors, tout ça, c'est à resituer dans un contexte plus général d'une forme de dissolution des liens sociaux, en effet. Moi, je parle d'individualisation des rapports sociaux, donc qui est le fruit aussi des bouleversements socio-économiques que nous avons connus depuis une cinquantaine d'années. Les endroits où je suis allé sont des endroits où il y avait des industries très importantes, qui ont, pour l'essentiel, disparu. Voilà, moi je suis né en 73. En 73, 60% de l'activité en France était tournée vers l'activité industrielle et agricole, en termes de production. Aujourd'hui, c'est 15% maximum. C'est une spécificité française. En Allemagne, ce n'est pas le cas, en Italie non plus. Et ça, effectivement, ça a eu des incidences sur le travail et sur la cohésion sociale, parce que effectivement, les gens vont beaucoup plus loin pour travailler. On n'est plus dans des organisations collectives, régulées, avec une forme de paternalisme social qui structurait la vie des gens d'une certaine manière, et on est beaucoup plus dans l'individualisme, dans un système de concurrence aussi généralisé, de jugement mutuel, où on a toujours besoin de dominer l'autre. Et ça, c'est tout le monde. Je ne suis pas dans le eux et le nous. Ça concerne toute la société. Chacun, à son niveau, a besoin de juger l'autre. L'autre qu'on positionne en dessous soi. Et quand on a, finalement, on n'a pas un bagage social et culturel, qu'on n'a pas eu la possibilité de faire des études, qu'on est bloqué dans son travail parce qu'on n'a plus la possibilité de s'élever socialement par le travail, parce que ça, c'est quand même une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'avant, à l'usine, vous pouviez commencer très bas et monter très haut. C'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Cet ascenseur, il est cassé. Vous tournez les yeux vers ceux qui sont soi-disant en dessous de vous. Donc, ça peut être l'étranger, ça peut être le cassos, ça dépend des cas, ou les deux à la fois, ou ceux d'en haut, qui peuvent être les élites. Et ça, effectivement, c'est un des moteurs du vote pour l'extrême droite. Oui. Je suis un peu long, excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Donc il y a 2 jours, Libération a sorti un article sur les 3 conseillers issus de la bourgeoisie versaillaise de Marine Le Pen. Il y a au RN une volonté d'attirer donc, cet électorat plus bourgeois, de rendre l'électorat un peu plus hétérogène. Mais est-ce que ces nouveaux électeurs qui arrivent, qui viennent d'une bourgeoisie, ne sont pas finalement tout ce que les personnes que vous avez rencontrées, l'électorat à Denain, à Yange et ailleurs, tout ce que ces personnes-là détestent? Exactement. Alors moi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est toute l'interrogation que j'ai. Moi, je pense que Marine Le Pen fait le pari que cet électorat populaire lui est acquis, quoi qu'il arrive. Et vous pensez qu'il l'est acquis? Alors, c'est toute la question. Je ne suis pas Madame Irma. Ce que je sais, c'est que ses opposants, et notamment la gauche, seraient bien inspirés de parler à cet électorat et d'arrêter de se parler à soi-même. De revenir peut-être aussi sur des fondamentaux et des sujets qui concernent les gens, au plan économique et social, peut-être se détourner de certaines questions sociétales qui ne sont pas forcément, je dirais, le quotidien de monsieur, madame, tout le monde. Voilà, parler aux Français, tout simplement. Mais bon, ça va prendre du temps, c'est ça le problème, si vous voulez. Il n'y a pas de raccourci en politique. Et effectivement, sur le terrain de la bataille culturelle, il y a un certain retard qui a été pris. Et puis, la gauche est extrêmement handicapée par une chose, c'est qu'elle apparaît pour ces classes populaires de ces anciens bassins industriels qui ont été les premiers à souffrir la mondialisation. La gauche porte en elle-même, finalement, celle qui a liquidé ces terrains, ces bassins industriels, puisqu'ils ont accompagné cette mondialisation. Je veux dire, par exemple, le Parti socialiste a quand même
mis à la tête de l'OMC et du FMI plusieurs de ses membres. Et puis, si on veut aller plus à gauche, le Parti communiste, la CGT, ils sont un peu perçus, ils étaient perçus un peu comme une aristocratie ouvrière qui a défendu ses propres intérêts, mais pas les intérêts finalement. Parce que vous savez, au sein des classes ouvrières, il y a différents statuts, quoi. Et quelque part, ils apparaissent comme un mauvais souvenir, comme ceux qui font partie du camp des perdants, de ceux qui n'ont pas su les défendre. Et ça, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que ces communes, justement, Front National devenu Rassemblement National, quand elles ont obtenu les mairies, est-ce qu'elles ont fait des choses concrètes pour améliorer la vie des gens? Parce que quand on a l'impression que vous dites qu'il y a une cassure qui se crée et qu'à ce moment-là, le Front National, le Rassemblement National gagne la mairie lors des élections, mais si on prend d'autres villes comme, je sais pas, Strasbourg qui met en place des congés menstruels pour les agents municipaux, ou c'est Toulouse, Montpellier, je ne sais plus, qui met la gratuité des transports publics, ce sont des mesures qui sont Montpellier, qui font des mesures concrètes pour la vie des gens. On a l'impression que le Front National, le Rassemblement National ne fait pas la promotion de ces communes. Alors, très clairement, ce qu'il faut voir, il y a quand même une différence entre les métropoles dont vous parlez et les petites villes, déjà au plan de leur capacité financière. Et puis, généralement, les maires de ces grandes villes dont vous parlez président les communautés urbaines, les métropoles, où il y a en réalité les vrais pouvoirs. Perpignan, où il y a Louis Alliot, c'est pas non Oui, plus... oui, bien sûr. Mais je ne crois pas qu'il préside la métropole. Mais pour le coup, ça je le dis très clairement dans ce livre, et aussi dans l'Illusion nationale. Et par exemple, dans l'Illusion nationale, le premier livre, on ne voulait pas faire un bilan au bout de 2 ans de ces mairies RN. Là, aujourd'hui, on peut faire un bilan. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bilan. Le bilan, et ça n'a pas été leur stratégie, de constituer d'une certaine manière un bilan de réalisation. Alors, ils vont à Hénin-Beaumont un petit peu, ils ont un peu redynamisé le centre-ville au niveau des commerces, mais parce qu'ils ont mis toute leur matière grise et leur puissance sur cette ville. Bon, si on regarde, mais ils ont surtout surcommuniqué là où ils sont. Voilà. Ils tiennent, et il y a des attentes pour ça, ils tiennent les villes en matière de propreté, de fonctionnement, je dirais, lambda des services de base. Ils sont extrêmement centrés là-dessus. Ils surcommuniquent sur tout ce qu'ils font, les travaux, et ils organisent beaucoup de manifestations populaires, comme la fête du cochon, où il y a une dimension identitaire, évidemment, à Hayange, mais il y a d'autres fêtes. C'est faire venir des starlettes des années 80 au 14 juillet, c'est ce qui existe par ailleurs. Mais ils jouent beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la main sur les intercommunalités. Alors, ils n'ont pas réussi en 2020 à progresser vraiment, sauf à Perpignan. Et donc, à partir de là, c'est assez compliqué de pouvoir... Ils ont vraiment voulu apparaître comme ceux qui gèrent de manière modérée leur ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grande différence quand vous habitez à Hénin-Beaumont. Il y a quelques marqueurs idéologiques. Il y a eu la fermeture du théâtre, enfin, la reprise du théâtre... qui n'était pas un théâtre municipal, mais qui était tenu par une compagnie avec des financements régionaux, qui était indépendant de la mairie, qui vient d'être repris par la mairie. Et effectivement, là, clairement, c'est une forme de marqueur de reconquête de leur point de vue idéologique, mais de manière finalement assez limitée. C'est pas Vitrolles dans les années 90, où vous fermez une salle de concert, où vous instaurez un congé pour les femmes, pour les parents français, uniquement les parents français de nationalité française, au premier enfant. Donc il y a quand même des... Mais ils ne font pas valoir de bilan sur leur ville. Peut-être une dernière question. Pour revenir sur l'aspect média, on en a beaucoup parlé à travers les chroniques, mais j'avais quand même... Il y a une phrase qui m'a interpellé dans votre livre, et je me suis dit que j'avais envie de la dire à tout le monde. Vous dites à un moment, des multimillionnaires instrumentalisent les peurs des gens ordinaires pour nous imposer leur vision du monde, et je trouve que ça fait bien un écho aux propriétaires de médias desquels on a parlé. Desquels on a parlé. Et j'ai aussi... j'avais envie aussi de revenir sur... Touche pas à mon poste, sur l'émission Touche pas à mon poste, qui s'est arrêtée sur C8 il n'y a pas longtemps. Et il y a un témoignage, j'ai oublié le nom de la dame, Angélique, voilà, qui elle était très
très à fond derrière Cyril Hanouna, qui le défendait, qui l'appelait même Cyril. Et je me demandais dans quelle mesure Touche pas à mon poste ou même CNews avait permis d'enrôler une nouvelle forme d'électorat vers l'extrême droite ou en tout cas je sais pas comment ça peut influencer. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais assez circonspect sur l'influence de ces médias pour le vote. Néanmoins, j'ai commencé à avoir un mouvement entre 2022 et 2024. C'est véritablement là qu'on a commencé à voir les premiers effets, même si ce n'est pas la seule cause et de loin de la progression phénoménale du Rassemblement national entre ces deux élections. Les deux points de comparaison étant la présidentielle de 2022 et les législatives de 2024. En termes de participation, c'est ces deux élections qu'il faut comparer pour avoir une lecture honnête des résultats. Pour moi, cette progression, elle se fait d'abord sur la cause première, ça a été l'inflation. Et ensuite, effectivement, il y a une influence des médias, notamment chez les retraités, je pense, et je l'ai un peu vu, notamment du côté dans le Gard, hein, puisque je côtoie plus de retraités là-bas, et j'ai des retours, on va dire, qui sont extrêmement clairs et qui se vérifient dans les urnes. Hein. Et en effet, Angélique, c'est un cas différent, elle est assistante maternelle. Moi, je l'ai suivie pour mon 3e ouvrage, Les femmes du lien, qui est une plongée dans les métiers du lien, où j'ai suivi 8 femmes, notamment dans l'Avesnois, en milieu rural, et en Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas revenir, on n'a pas le temps ici, sur les raisons qui m'ont poussé à faire ce travail, mais si j'ai travaillé dans cette région, c'est que je savais qu'il y avait un vote RN très important, et que sociologiquement, on était sur une tranche de population qui pouvait être extrêmement sensible à la personnalité de Marine Le Pen. On n'a pas beaucoup parlé des femmes ici, mais c'est un sujet en soi, ce qui différencie cet électorat de l'électorat de Trump, par exemple, qui est beaucoup plus masculin. Et donc, Angélique, en effet, depuis des années, elle a le temps de regarder la télévision, puisqu'elle travaille chez elle. Elle regarde notamment C8 et TPMP, les rediffusions, pendant un sieste des enfants, et elle regarde ça au départ comme une émission, comme un divertissement, quoi. Hein. Ce qu'est cette émission, elle trouve ça drôle. Moi pas, mais moi, en l'occurrence, voilà. Et c'est pas du tout une électrice du RN. Elle peut apprécier Mélenchon à l'occasion. Quand Raquel Garrido était chroniqueuse, elle parlait de Raquel aussi. Hein. Elle ne parlait pas que de Cyril, elle parlait de Raquel. Et puis, c'est vrai que moi, pour ce livre, j'ai revu beaucoup des protagonistes cet été, en fait, au moment de l'écriture du livre, parce que je trouvais intéressant d'avoir leur regard sur la période récente, justement, pour avoir des clés de compréhension. Et Angélique, c'est une néo-électrice du Rassemblement national. Son mari est agriculteur. Sa fenêtre sur le monde, c'est sa télé, hein, puisque sinon, ce qu'elle voit derrière, c'est le champ où il y a les vaches. Et c'est vrai qu'elle m'a clairement beaucoup parlé de Cyril Hanouna, en parlant de lui comme une victime, hein, finalement, dans la dernière période. Moi, je la vois le jour où on annonce la disparition de C8. Elle est catastrophée. C'est véridique, hein, c'est vraiment le jour où je viens lui rendre visite, c'était au mois de juillet. Elle me parle plus de ça que de l'élection. Et puis on embraye sur les élections, et elle me dit bah oui, j'ai voté pour le RN parce qu'il y en a marre. Et je vois un discours qui devient complètement binaire. Voilà, elle me parle d'un quartier populaire à Maubeuge qui est quand même à 40 minutes de chez elle, où il y a beaucoup d'immigration, c'est vrai, où il y a des soucis, il y a des problèmes, c'est vrai. Mais ça fait vraiment écho avec ce que l'on entend dans l'émission, avec un surinvestissement des faits divers. Ça, on n'en parle pas suffisamment, mais moi j'en parle beaucoup dans le livre, mais il y a quand même une sensibilité très très forte aux faits divers répétés et à leur surmédiatisation. Et puis il y a aussi des faits d'actualité, hein. Il y a eu la crise des agriculteurs, de l'agriculture, qui n'est pas finie, mais l'hiver dernier, son mari a défilé à Valenciennes. Ils ont essayé de bloquer un peu Valenciennes à l'époque avec les tracteurs. Moi, je connais bien son mari. Hein. J'ai passé des journées au travail avec lui à la ferme. C'est un gars super ouvert. C'est pas du tout l'agriculteur taiseux qui gueule sur tout. Il est plutôt assez, y compris dans ses modes de production, assez bien, quoi. Mais bon, c'est difficile, quoi, hein, comme beaucoup de producteurs laitiers.
Et il a manifesté, et les seuls députés qui vont venir, ce sont les députés FN qui ont été élus, RN qui ont été élus en 2022. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Enfin, ceux qui sont allés leur dire bonjour. Parce que parfois, ils peuvent passer, les gens, les élus, mais pas dire bonjour. Eux sont allés leur dire bonjour. Et ça, elle me le dit. Voilà. Et donc, c'est vrai que à un moment donné, voilà, il y a une bascule qui s'opère. Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est solide? Je ne crois pas. C'est peut-être la note d'espoir, si on doit finir par une note d'espoir. C'est que paradoxalement, ça peut paraître extrêmement puissant. Il y a une forme d'eschatologie de l'extrême droite aujourd'hui dans une partie de l'électorat qui est vraiment dans une logique d'espoir. Mais en même temps, je parlais d'électorat très dépolitisé, et paradoxalement, c'est ce qui fait peut-être sa fragilité. On a une forme de zapping électoral qui existe aujourd'hui. Et voilà. Mais toute la question, c'est quid de 2027, et ça, je ne donnerai pas de réponse maintenant. C'est compliqué à savoir. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. On arrive bientôt sur la fin de l'émission. Et donc, on va passer à la toute dernière partie, juste avant, je rappelle, donc, votre livre qui est sorti mi-janvier, Dans les âmes et les urnes. Déjà, on vous le conseille, et en plus de ça, on se permet de dire pour les Strasbourgeois et Strasbourgeoises que Vincent, tu seras ce soir à la librairie Kléber pour une rencontre à 18h. Donc allez-y pour rencontrer Vincent. Avec plaisir. Et du coup, on va clôturer l'émission avec un quiz. Une sorte de quiz autour un juste pourcentage même, autour de l'extrême droite et des médias. J'espère qu'il y a encore du monde qui est prêt à répondre dans le chat. N'hésitez surtout pas à répondre dans le chat. N'hésitez pas à répondre. Très content que vous nous suiviez. Le nombre de urnes est resté stable sur toute l'émission. C'est top. Merci. Merci. On ne s'est pas ennuyé, c'est super. On espère que ça vous a intéressé. Et donc, on en parlait juste avant dans la dernière question. Et on accueille On accueille William également qui va participer au jeu. Bonjour William. Bonjour. Et donc, n'hésite surtout pas à répondre pour le jeu et à participer. Et donc, on en parlait juste avant. Jeudi dernier, c'était la dernière émission de Touche pas à mon poste sur C8. L'occasion, selon vous, combien de téléspectateurs ont été rassemblés à cette occasion-là, la dernière de TPMP? Au total. Je dirais 4 millions. Un peu moins. 3,5 millions. Ça se rapproche. 3,6 millions. Un peu moins. 2,5 millions. Non. C'est plus proche de 3,5 millions. Je suis le vieux ici autour du plateau, mais à la télévision, moi j'ai connu une époque où le JT de TF1 était regardé par 15 millions de téléspectateurs. C'est vrai que les chiffres de la télé... Il faut quand même... oui, puis c'est beaucoup plus divers aujourd'hui. Mais c'est quand même... Je dis ça pour relativiser un peu. C'est vrai. La réponse exacte, c'est 3,34. Donc t'étais pas très loin avec ce 3,5. 3,34 millions de personnes, ce qui n'avait jamais été vu, si je dis pas de bêtises, pour TPMP en tout cas. Deuxième petite question. Est-ce que on s'est intéressé donc à BFM et à CNews, et la question est, est-ce que vous pouvez nous donner les parts d'audience des deux principales chaînes d'infos, et qui sont deux chaînes d'infos en continu? Pour cela, on s'est appuyé sur le rapport Médiamétrie de février 2025. 2025. Wow, 2025. Alors moi, j'ai vraiment, sur le pourcentage, j'aurais beaucoup de mal à donner une réponse, mais on n'est pas sur 2%. Une idée des parts d'audience. On dit 2%. Et que CNews était un peu au-dessus de BFM. L'actualité, c'est que CNews a dépassé BFM en janvier. Depuis janvier, Et donc là, en fait, BFM est à 2,6% de part d'audience, et CNews est passé à 3%. Donc l'écart entre les deux, c'est quand même pas mal agrandi entre janvier et... Non, mais je pense surtout que CNews a des téléspectateurs extrêmement fidèles, assidus, mais voilà. Après, la question, c'est effectivement d'observer la progression par la suite. Ça reste encore 3%, ça reste limité. C'est pour ça, c'était aussi pour relativiser un peu du coup l'impact des chaînes d'infos en continu. Et on termine avec un chiffre que l'on trouve dans ton livre, Vincent. Donc c'est un peu de la triche, mais sur le vote RN à Denain, une des villes où tu as passé beaucoup de temps. Selon vous, du coup, à combien s'élevait le vote pour Marine Le Pen à Denain lors du premier tour des élections présidentielles, les dernières? Premier tour. Quelle part de la population de Denain a voté pour le RN au premier tour? Je peux pas répondre. Du coup, non. Pardon ? Vous le connaissez quand même, le chiffre? Bah oui. Je crois m'en souvenir, mais... 50%, parce qu'on a déjà la moitié.
c'est déjà. C'est pas un village. C'est pas un village. Ouais, c'est quand même une petite ville. C'est 22 000 habitants. 22 000 habitants, ok, Mm. sur 22 000 habitants, je dirais. Un bon tiers. Ouais, Je penserais un bon je pense tiers. 40%, je dirais 40%, ça dépasse pas les 50, je dirais quand même. C'est presque ça, ouais, 41%. T'es T'es dans le 41,7. juste, William, et juste pour rappeler, c'était 23% au niveau national, le score du rassemblement. Et national. Sébastien Chenu, en 2024, était élu dès le premier tour. Oui, bien sûr, c'est Voilà. possible. Après, c'est pas l'endroit où il y a les scores les plus élevés. Alors, c'est supérieur à Hénin-Beaumont. Il y a aussi des zones rurales. On parlait des petits villages où c'est beaucoup plus haut. Quand je parlais de la Vénois tout à l'heure, là où habite par exemple Angélique, on est plutôt sur des scores plus proches supérieurs à 50% dès le premier tour. Super. Et on termine avec 2 questions qui, pour le coup, sortent complètement du légères. thème, mais qui nous permettent aussi de faire un petit peu de pub pour notre émission. Vraiment de l'autopromo. Voilà. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez notre compte Instagram? On rappelle qu'il s'appelle Flamme & Talk. Ouais, Flamme & tout Talk, collé, abonnez-vous. Flamme & Talk. Abonnez-vous, évidemment. Donc on a posté plusieurs extraits de la dernière émission qui portait sur les médias locaux. Et on voulait vous demander, à votre avis, combien de vidéos sont disponibles? Combien de vidéos vous pouvez dévorer, vous, si vous voulez vous rendre sur combien de shorts on a fait, si vous avez suivi? Je dirais 3. Et oui, la dernière est sortie ce matin. J'ai espionné le compte quand même. Bien joué. Non, bah c'est ça, justement, on va sortir encore une vidéo de la dernière émission normalement. Et il y aura plusieurs vidéos à arriver avec des extraits du coup de cette émission-là. Et le replay de cette émission-là sera également disponible sur YouTube à partir de ce soir, normalement. Voilà, c'est ça. Après la rencontre à la librairie Keller. C'est ça. Exactement. Kléber à 18h. Voilà. En revenant de Kléber, vous pouvez venir voir le Regardez replay. l'émission. Et on retourne dans les chiffres parce qu'on est plutôt content de celui-ci, on l'avoue. On voulait un peu se saucer. Combien de spectateurs uniques sont venus nous rendre visite lors de la première émission sur Twitch? Est-ce qu'on serait pas unique? Ouais. Unique. Unique. Je dirais entre 90 et 100. T'es pas loin. On n'a pas noté la réponse. C'était 89, je crois. 89, 90, c'était très très proche. 90, Là, t'es très très bon dans Ouais, ce je jeu. C'était hyper chaud. Très Voilà. bon, ce jeu. Donc c'était juste pour remercier encore une fois tout le monde et merci à tous ceux qui ont suivi le live là, Oui. actuellement. C'est ça. Voilà, c'était- Malgré du coup l'horaire entre midi et 2 au milieu de votre journée, on espère que vous avez passé un bon appétit. Vous voyez que vous avez bien mangé avec nous. C'était la dernière question. J'en profite pour remercier Vincent à nouveau Merci. d'être Merci venu. beaucoup. Merci à tous les chroniqueurs, William, Marius, Tom, Célia et Loris. Et merci À la régie aussi, À la régie, Kim, qui, Joris Mathis. et Mathis et Camille. Voilà, C'était tous les 4 qui ont géré parfaitement la technique tout au long de l'émission. Voilà. Et Et puis à très bientôt pour à une très nouvelle bientôt. émission.